Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Le choix d'un véhicule, que ce soit pour l'acheter ou le louer, répond à plusieurs critères, parmi lesquels on va retrouver en premier lieu le prix, les dimensions et le type de carrosserie. En fonction de l'utilisation visée, certains choisiront une petite citadine pour se garer facilement en ville, ou son tarif souvent plus contenu, quand d'autres viseront une berline familiale, un break ou un grand SUV, en fonction notamment de l'habitabilité et de l'espace de chargement souhaité. Ce premier choix permet de réduire la liste à quelques marques et modèles. Chaque constructeur fera ensuite valoir ses arguments pour obtenir votre préférence. Positionnement tarifaire, image de marque, équipement, design, qualité définition, fiabilité sont autant de critères généralement pris en compte. Mais quand il s'agit de voitures électriques, on n'achète pas qu'une voiture électrique. On achète aussi un écosystème de recharge et on s'en rend moins compte, mais on achète aussi les choix du constructeur vis-à-vis de l'efficience du véhicule. Si sur les trajets du quotidien, quand on peut recharger chez soi ou au travail, l'efficience et les réseaux de recharge importent peu, quand il s'agit de longs trajets, ces points prennent une importance capitale. Ce sont les récentes péripéties que nous avons rencontrées avec JC et Alex de la chaîne EV lors du tournage de notre battle intitulé Quelle est la meilleure routière 100% électrique, dans laquelle nous avons fait s'affronter deux Hyundai Ioniq 6 et ma Model 3 Grande Autonomie, qui m'ont inspiré ce sujet. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mets en fiche et n'hésitez pas à jeter un œil à leur chaîne YouTube. Ils testent l'efficience, les planificateurs et les aides à la conduite de plein de VE avec des protocoles identiques et toujours dans la bonne humeur. En parallèle de cette vidéo sur leur chaîne, j'avais fait celle-là dans laquelle vous trouverez notamment les coulisses du tournage. Si quand on choisit un véhicule thermique, on ne se pose pas la question de si on ira faire le plein à SO ou à Total, pour faire des longs trajets en voiture électrique, la compatibilité avec les principaux réseaux de recharge rapide peut clairement faire basculer l'expérience du succès à la galère. Trois choses rendent les longs trajets en véhicule électrique faciles, rapides et plaisants. La qualité du planificateur de la voiture, la densité et la fiabilité du réseau de recharge, et l'autonomie réelle récupérée par minute de recharge. Avant même d'arriver à la station de recharge, notre expérience de recharge a déjà commencé. Elle a commencé au moment de saisir la destination dans le GPS de la voiture, car c'est le planificateur de la voiture qui va tracer la route, mais aussi les arrêts recharge et donc choisir les stations où l'on va s'arrêter pour recharger. C'est donc dès ce moment précis que peut se décider si l'expérience de recharge sera bonne ou mauvaise. Bien sûr, les plus expérimentés peuvent très bien choisir eux-mêmes leurs arrêts sans se baser sur le planificateur, mais dans la plupart des cas, les conducteurs se reposent sur la voiture. Depuis 2023, toutes les aires de service d'autoroute doivent être équipées de bornes de recharge rapide. Donc en France, les longs trajets autoroutiers pourraient se faire sans planificateur, mais ce n'est sans doute pas le cas partout en Europe, et ce n'est pas le cas sur le réseau secondaire. Donc un bon planificateur, c'est déjà un premier atout pour qu'un long trajet en électrique se passe bien. On le voit dans la vidéo de notre périple avec la chaîne EV, le planificateur de la Ioniq 6 a envoyé JC sur une borne qui se trouve en sens inverse de l'autre côté de l'autoroute, et a envoyé Alex sur une station où les bornes n'étaient pas encore ouvertes. Une fois à la station, pour que l'expérience de recharge se passe bien, il faut réunir ces quelques points essentiels. Qu'il y ait une borne disponible, qu'elle soit compatible avec son véhicule, et qu'il soit facile de lancer la recharge. Une borne disponible, ça paraît évident, et il est difficile de lutter contre l'affluence. On peut par contre choisir ou faire choisir par le planificateur des réseaux connus pour avoir des stations disposant de nombreuses bornes. Ionity, qui est le deuxième réseau de recharge en France en nombre de stations, n'a en moyenne que 5 bornes par station. C'est peu, mais c'est déjà mieux que Total ou Allego qui n'en ont que 4 en moyenne. Et ce chiffre est amené à évoluer au fur et à mesure des ouvertures. En 2023, on peut s'attendre à ce que tous les véhicules électriques soient compatibles avec les bornes de recharge rapide. Sur le papier, oui, à condition d'avoir la recharge rapide en combo CCS de série, ou d'avoir pris l'option. Sinon, on se retrouve comme les journalistes de France 2 l'année dernière à devoir recharger leur Zoé sur des bornes lentes à courant alternatif. Pas étonnant que la recharge soit longue. Donc, si vous voulez faire des longs trajets, vérifiez que vous avez la recharge rapide en courant continu avec un port combo CCS. Mais même avec le bon équipement, on peut avoir des surprises. Et là encore, la vidéo avec la chaîne EV a été riche en enseignements. La Ioniq 6 d'Alex, une First Edition, donc parmi les premières produites, ne chargeait pas sur Ionity, deuxième réseau de recharge en France. Une incompatibilité logicielle apparemment. Corrigée depuis, vu que l'exemplaire de JC n'avait pas ce problème. Mais Alex n'avait sans doute pas encore reçu la mise à jour. Autre surprise, aucune des deux Ioniq 6
n'a réussi à démarrer la recharge sur les superchargeurs Tesla. Échec à chaque tentative, sur l'une comme sur l'autre. Est-ce que la faute est à imputer à Tesla ou est-ce qu'elle est de la faute de Hyundai? À mon niveau, difficile à dire. Mais ça peut être particulièrement pénalisant vu la densité des chargeurs Tesla ouverts à tous. 69 stations avec en moyenne 16 bornes chacune. Oui, 16 bornes, soit 11 de plus que Unity. Ensuite, il faut réussir à lancer la charge sans trop de difficultés. Certains réseaux ont implémenté du plug and charge ou de l'autocharge, c'est-à-dire un mécanisme qui permet à la borne de reconnaître la voiture. Celle-ci a été au préalable affectée à un compte client et la borne peut donc lancer la recharge et l'imputer au compte client en question. Conséquence pratique, pas besoin de s'identifier, pas besoin de taper de code, de scanner quoi que ce soit, ni de passer un badge. On branche la voiture et ça démarre. C'est ultra confort. Ça demande souvent d'avoir au préalable téléchargé l'app mobile du réseau de la borne et réalisé au moins une première charge sur celui-ci. J'irai d'ailleurs prochainement tester cette fonctionnalité sur une station Electra qui vient d'ouvrir à quelques kilomètres de chez moi dans la métropole lilloise. Grâce à JC et Alex, j'ai découvert ces problèmes. J'avais oublié qu'avec ma Tesla, je voyageais dans un autre monde, un monde de privilégiés, l'écosystème Tesla. Celle-ci commence dès le planificateur qui trace son chemin et fixe les arrêts recharge exclusivement sur le réseau de recharge rapide du constructeur, bien entendu. Celui-ci indique même en temps réel le nombre de bornes dispo sur les superchargeurs Tesla aux alentours. Ce réseau dispose de 143 stations dont 69 sont ouvertes aux non-Tesla. Et il y a en moyenne 16 bornes par station ouvertes à tous et 10 par station Tesla réservées aux Tesla, réduisant d'autant le risque d'attente. Ces stations sont fiables et quand on a une Tesla, pour lancer la charge, il suffit de se brancher. Tesla a compris que pour que les trajets se passent bien, il faut un maximum de stations avec un maximum de bornes et que celles-ci fonctionnent et que la charge démarre sans effort. On a parlé de la qualité du planificateur de la voiture, de la densité et la fiabilité du réseau de recharge. Reste à voir l'autonomie réelle récupérée par minute de recharge. Même si globalement les arrêts recharge passent vite, on a souvent envie qu'ils soient les plus courts possibles et les plus espacés possibles. Les paramètres à prendre en compte pour s'arrêter le moins possible et le moins longtemps possible pour la recharge sont la taille de la batterie, la puissance de recharge, la courbe de recharge et l'efficience du véhicule. Niveau recharge, Tesla est plutôt bien placé, même s'il faut l'admettre, les plateformes 800 volts de Hyundai font mieux avec un 10-80% en un petit 20 minutes contre 23 minutes pour la Model 3 grande autonomie. Mais le Model Y propulsion allemand avec sa batterie BYD Blade semble rebalayer les cartes avec un 10-80% autour des 18 minutes, c'est très fort. On en a parlé dans cette vidéo. La recharge rapide, c'est un des points, mais si on veut vraiment optimiser son trajet, il faut maximiser l'utilisation de cette énergie pour en tirer le maximum de kilomètres. On en arrive à la consommation et à la notion d'efficience. Et là-dessus, tous les constructeurs ne sont pas égaux, et cela n'est pas dû qu'à des choix technologiques. Reprenons notre battle Model 3 contre Ioniq 6 avec la chaîne V, car il est riche en enseignements. On a fait le même parcours au même moment, donc avec les mêmes conditions de route. On s'est suivi à bonne distance avant de se séparer au bout de 250-300 km, donc nous avons roulé à la même allure sur cette première partie du trajet. Et nous avons des consommations assez différentes et plutôt surprenantes. Quand on regarde la fiche technique des trois voitures, on peut voir qu'elles ont un pack batterie de capacité brute identique. La Tesla est bien plus puissante que les deux autres, en particulier de la Ioniq 6 RWD qui n'a qu'un seul moteur. Niveau WLTP, celle qui a la meilleure autonomie sur le papier, c'est la Ioniq 6 RWD avec 614 km, puis ma Model 3 avec 580 km et enfin la Ioniq 6 4 roues motrices avec 519 km pénalisée par ses grandes jantes 20 pouces. On s'attendrait à ce que ce classement WLTP se retrouve dans les consommations sur autoroute. Eh bien non. Avec 17,1 kWh au 100 km, c'est ma Tesla Model 3 grande autonomie qui est la plus sobre, devant les 19,3 kWh au 100 km de la Ioniq 6 RWD, soit 13% de plus. Et enfin, 22,8 kWh au 100 km pour la Ioniq 6 All-Wheel Drive 4 roues motrices, soit 33% de plus que ma Tesla, qui elle aussi a deux moteurs. La Ioniq 6 est pourtant présentée comme une berline efficience grâce à un CX très bas et meilleur que celui de ma Tesla. Elle est aussi moins puissante, donc devrait consommer moins. Alors comment expliquer ces consommations? Le premier point, c'est le poids des véhicules. La Tesla fait 90 kg de moins que la Ioniq 6 RWD et 200 kg de moins que sa version 4 roues motrices.
Je pense que Tesla axe une partie de la conception de ses autos sur la chasse au kilo superflu, avec des efforts certainement au niveau de la batterie, l'utilisation d'aluminium, mais aussi sur les éléments de finition. Je pense que si les habillages des concurrentes haut de gamme paraissent plus flatteurs et mieux finis, c'est aussi, je pense, parce que dans la philosophie de Tesla, il y a cette lutte contre le superflu, pour les simplifier, mais aussi pour les alléger. La deuxième raison qui participe à cet écart est sans doute un choix technique et en particulier le réducteur. Le réducteur, c'est la pièce mécanique qui détermine combien de tours de moteur il faut pour faire un tour de roue. Avec un moteur plus puissant, on peut équiper ces voitures d'un réducteur plus exigeant, mais qui va permettre de rester le plus longtemps possible dans la plage d'efficience du moteur, au fur et à mesure que la vitesse augmente. Ainsi, à 130, je pense que le moteur de la Tesla sera plus à l'aise que celui de la Ioniq 6, donc il tournera moins vite que ce dernier. Pour moi, un indicateur sur le choix du réducteur fait par le constructeur, c'est la vitesse max du véhicule. Les voitures électriques n'ayant pas de boîte de vitesse, le véhicule atteint sa vitesse max quand le moteur a atteint sa vitesse max de rotation. Quand on voit que la Ioniq 6 est limitée à 185 km/h, mais que la Tesla monte à 225 km/h, je me dis que soit le moteur s'est tourné vachement plus vite, soit le réducteur a un ratio bien différent. Un réglage de réducteur sur la Ioniq 6 qui favoriserait les basses vitesses. N'oublions pas que la vitesse moyenne du cycle d'homologation WLTP est de 46 km/h. Je ne suis pas ingénieur en mécanique, je vous partage ma compréhension des choses. Et s'il y avait des choses inexactes, n'hésitez pas à les corriger en commentaire. Pour que sa Ioniq 6 consomme moins que sa Ioniq 5, Hyundai a fait des choix dans le design pour optimiser son coefficient de traînée, avec une berline au profil de goutte d'eau. C'est effectivement mieux niveau consommation quand on compare les deux coréennes, mais ça impose aussi des contraintes, en particulier un coffre étroit et un plafond plus bas, même aux places avant, si bien que je touchais le plafond avec le haut de mon crâne assis sur les places avant. Une autre illustration des choix d'un constructeur. Le message que je voulais faire passer avec cette vidéo, c'est que quand on achète un véhicule électrique, on n'achète pas juste une voiture. On achète bien plus qu'une voiture. On achète aussi des possibilités de recharge et les choix du constructeur vis-à-vis du look, du confort et de l'image, mais aussi et surtout vis-à-vis des performances, des capacités et possibilités de recharge et aussi de la consommation et de l'efficience du véhicule. Il me paraît important, avant de choisir telle ou telle voiture électrique, de bien garder ça en tête. JC teste beaucoup de voitures, et quand il parle de sa Tesla, il dit qu'elle n'est pas la meilleure partout, mais comme elle est bonne partout, ça en fait la meilleure voiture. Je suis assez d'accord avec lui, d'autant plus qu'en Tesla, on profite de 100% du plus grand réseau de recharge rapide de France et sûrement d'Europe, le réseau Tesla. J'espère que cette réflexion vous aura inspiré, qu'elle vous aura permis d'apprendre des choses. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur tel ou tel point si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Jetez un œil à mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!